Désolé pour le petit contretemps. Alors, donc c'est la dernière présentation du FLIC de SL247, une série de 6 présentations sur des thèmes variés, réponse à incident, malware, red team, IoT. Là on est plus sur le thème IoT. L'idée donc c'est de vous présenter nos résultats de recherche sur l'évaluation de sécurité d'un IoT. Donc là, ici, un IoT électroménager qui se trouve être un aspirateur connecté. Alors, je vais faire une petite présentation. Donc moi, je suis Loïc Castel, je suis le manager de l'équipe d'ingénieurs chez SL247 qui réalise des évaluations de sécurité. Je suis un pen tester à la base. J'évalue la sécurité de choses, d'un IC comme d'un IoT. Et on pratique également de la réponse à incident, voilà, des prestations techniques. Red team, tout ce qui va être offensif et donc défensif sur la partie réponse incident. Je vais laisser Alexandre se présenter. Donc Alexandre Thiraud, je travaille chez SL247, je suis pen tester à la base et maintenant je m'oriente vers la R&D, donc beaucoup de R&D. Et je m'oriente plus précisément autour de tout ce qui est IoT et périphériques connectés. Donc tout ce qui est exploitation binaire, hardware, etc. Vous allez voir, Alexandre a la fâcheuse habitude de mettre les mains dans le conduit, vraiment au sens propre du terme, puisqu'il aime bien tout ce qui est électronique, hardware, et c'est quelque chose qui est très appréciable d'avoir les deux compétences, autant software que hardware, pour pouvoir faire la recherche sur les IoT. Donc un petit peu de contexte. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on présente au FLIC sur les sujets, notamment les sujets IoT. En 2017, historique là. En 2017, on avait acheté une dizaine d'objets connectés, des babycams, des cadenas connectés, beaucoup de choses, mais sur un budget un peu limité. Et on s'était rendu compte que le niveau était assez faible. On avait trouvé pas mal de choses, on a pu proposer des petites démonstrations pour montrer les lacunes en termes de sécurité dans les IoT et ce qu'on peut faire pour le corriger. Donc là, on s'attaquait à des objets pas très matures en termes de sécurité, un budget limité, probablement sans trop d'a priori, produits en Chine, avec pas trop d'ingénierie derrière. Donc voilà, sans surprise, les résultats au niveau de sécurité étaient assez faibles en niveau. En 2018, on a choisi de passer sur un thème qui s'appelait le thème de le monde médical, les objets connectés associés au monde médical. Donc on avait des thermomètres connectés, un alcotest connecté, un électrostimulateur. Et là on avait pu faire des démonstrations, d'ailleurs si vous les demandez, sur des objets médicaux qui sont, on peut voir maintenant, de plus en plus utilisés. On a même discuté avec des gens qui travaillent dans des hôpitaux, dans des cliniques, et qui commencent de plus en plus à démocratiser l'usage d'objets connectés. D'où notre intérêt pour le sujet. On avait fait des petites démos, notamment des démos un peu marrantes, où on se retrouvait à pouvoir prendre le contrôle d'un électrostimulateur, et qui au lieu de donner des petites charges de massage, a donné carrément des électrochocs sur la personne. On avait appelé l'exploit qu'on avait fait Châtaigne. Et là, en 2019, donc j'ai demandé à Alexandre de faire de la recherche sur. On a un peu augmenté le budget. Par contre, on n'a pas acheté 10 objets à 250 €, aspirateur connecté. Donc là, on est sur un budget plus élevé. On est sur un produit qui est mieux fini, qui est plus mature en termes de sécurité. Et donc, on s'est attaqué à un nouveau challenge. Et sachant que SL247, donc une boîte qui fait des évaluations de sécurité, on est amené à auditer aussi, à être payé par des clients, par des constructeurs pour évaluer leur système. C'est là qu'on prend l'expertise, c'est là qu'on a pris l'initiative de construire un lab qui permet de le faire. Mais par contre, on ne peut pas publier sur le sujet parce que généralement, nos clients sont frileux sur le fait de publier des détails sur le sujet. Donc là, c'est quelque chose qui est de la recherche complète, dans le sens où ce n'est pas financé par le constructeur. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le niveau évolue et ce qu'on trouvait en 2017, donc là par exemple, pas d'authentification entre l'objet connecté, entre le téléphone, l'application, l'objet connecté ou même entre le téléphone et Internet, ou par exemple pas de chiffrement du tout au niveau des données, donc tout circule en clair, donc on peut assez facilement voir comment l'objet, dans quel langage il parle, qu'est-ce qu'il fait avec chaque action, et du coup pouvoir plus facilement le compromettre. Il y avait d'autres choses, par exemple le fait que les applications mobiles n'offusquaient pas leur code, donc ça facilitait l'analyse. Plein de petites choses comme ça qui
ne sont plus possibles sur des objets, par exemple sur des objets avec un certain niveau. Ça, je pense, de mon point de vue, hein, c'est un point de vue, après il faut clairement le challenger, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a le niveau, le prix de l'objet qui fait que ça donne lieu à une certaine ingénierie, donc un certain niveau de sécurité, et aussi la date. Plus on évolue dans le temps, plus, heureusement, les constructeurs prennent conscience de la sécurité dans leur objet, et surtout au niveau démarrage des IoT. Alors, je pense que c'est 2014-2015. Les constructeurs avaient une seule ambition, c'était de mettre le plus vite possible leurs produits sur le marché. Et généralement, la phase sécurité était bypassée. Là, maintenant, ils ont le temps. Donc, il y a moins cette urgence-là. Et donc, il y a aussi des labels qui commencent à sortir, des sociétés ou même en Europe, qui commencent à avoir un peu de législation sur le sujet, avec des niveaux minimaux, des critères minimaux de sécurité des IoT, ce qui fait que on monte en niveau. Et donc, toutes ces petites choses-là, on les a pas vues ici. Et c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut présenter un cycle complet d'audit et d'évaluation d'un objet connecté, parce qu'en fait, toutes les phases de démarrage sur lesquelles les quick wins, entre guillemets, qu'on utilisait pour trouver des failles sur les objets, là on les avait pas, donc on était obligé de monter un cran plus loin. Et ensuite un cran plus haut, et ensuite un cran plus haut, jusqu'à ce qu'on arrive au hardware. Et donc, nos travaux sur l'objet, pour l'instant, on n'a pas l'ambition de dire qu'on a fait la chose de manière complète, on a encore du travail. Je pense qu'en termes de... ça peut être intéressant toujours d'avoir un cours sur combien de temps ça prend pour évaluer un objet comme ça. Là, je pense en termes de travail, si je ne me trompe pas, Alexandre, on est sur à peu près un mois et demi de travail complet sur l'objet pour arriver à deux phases. La troisième phase ici, donc là c'est réseau, système. La troisième phase, c'est l'analyse du firmware qui contrôle l'intelligence de l'objet. Là, on n'est pas encore en mesure de faire puisque on l'a pas extrait. Donc là, on sait qu'on a encore des choses à faire, on sait qu'on a encore du travail à faire. Et plus on va loin, plus c'est des choses qui prennent du temps. On va commencer par des petites choses, peut-être se faire en 2-3 jours, après on va être sur la semaine, et après on va être sur le mois. Donc là, on va un peu remonter les différentes étapes depuis le début, depuis le déballage de l'objet jusqu'à la fin. Où on est dans l'évaluation. Donc là, on voit que Alexandre est vraiment impliqué dans son métier parce qu'à 23h51, il commence à analyser l'objet. Il devait être très fatigué le lendemain. Une fois, moi, je me suis couché après minuit. J'étais hyper tombé. Et donc, du coup, il sort l'aspirateur. Voilà, il commence à l'utiliser. Il voit comment ça fonctionne. On regarde un petit peu les interactions avec l'application mobile. Donc, il y a une télécommande pour pouvoir contrôler l'objet. Donc, ça, c'est. Je sais pas, j'ai un aspirateur à la maison, il n'a pas ce type de télécommande, ça se fait par le téléphone, donc c'est encore d'autres choses. Donc là, on étudie un petit peu la surface d'attaque. Donc on voit qu'il y a des communications entre le téléphone. L'aspirateur, il faut l'appairer sur son réseau Wi-Fi, donc il y a le routeur Wi-Fi qui est en jeu. Il y a la télécommande, il y a l'objet. Les objectifs. On définit un peu des objectifs quand on évalue la sécurité d'un IoT. Dans certains cas, on va plutôt privilégier trouver des failles qui permettent de mettre en lumière la confidentialité des données qui sont stockées sur l'objet. D'autres cas, l'intégrité. Ici, on a plutôt choisi de prendre le contrôle de l'objet, de trouver des moyens de prendre le contrôle, soit à distance, soit dans un environnement proche. On aurait pu choisir, parce qu'il y a quand même, si je ne me trompe pas, il y a quelques données qu'on donne quand on appelle l'objet, et c'est assez limité. Donc c'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté sur l'intégrité de l'objet. Là, avec plusieurs moyens, alors là, c'est caché un petit peu, je ne sais pas si c'est le moyen de l'enlever. C'est pas grave sinon, mais en gros, contrôle directement par l'hardware, se faire passer pour une fausse télécommande, ou sinon passer par la partie back-end, par l'infrastructure qui contrôle l'objet. Parce que bien évidemment, vous allez le voir, l'objet ne parle pas directement à notre application mobile. Ça passe par une autre étape. Et ça fait partie de la réalisation. Donc là, on monte un labo. Le labo, on l'avait déjà, on a juste sauté certaines étapes. Notamment, on va le voir, il y a un petit peu d'infrarouge, il y a un petit peu de choses, du SP Touch. Donc on a acheté quelque chose, on a acheté des composants, on a acheté des outils,
On savait qu'on allait avoir affaire à de l'hardware, donc on a commencé à s'outiller, les faire assouder, etc. Et on a aussi monté et réutilisé des outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc par exemple MITMAP, qui crée un faux point d'accès. En gros, ce faux point d'accès, c'est le point qu'on va configurer sur l'appareil. Sauf qu'à la différence d'un routeur, d'une Livebox par exemple standard, on va pouvoir capturer le trafic, on va pouvoir être en mesure aussi de l'intercepter. Ça, c'est les différents outils. On analyse les communications entre les devices, et là on voit effectivement, comme j'ai dit, l'application mobile, elle ne parle pas directement à l'aspirateur, au moins en situation normale, c'est-à-dire hors appairage et hors contrôle débugage. Donc l'application mobile, elle parle à un ou plusieurs serveurs, dont certains commencent à avoir passé de l'AWS IoT, qui est vraiment une solution complète, mature, de monitoring, de gestion de solutions et de parcs IoT. Et ensuite, l'aspirateur, il se connecte à push-pull à cette même partie, à cette même infrastructure, et il va récupérer ces commandes-là. Donc on ne peut pas dire, depuis une application mobile, fais ci, fais ça, ça va toujours passer par un serveur derrière. Qui dit passer par un serveur, passer par ce genre d'infrastructure, du contrôle, notamment contrôle d'intégrité. Bon. Un peu naïvement, on va commencer à faire de l'interception, on va essayer de comprendre avec quel serveur il parle. Et du coup, on commence à avoir des résultats un peu détaillés sur quels sont les serveurs contactés. Là, je vais laisser la parole à Alexandre. Merci Loïc. Donc, première étape de l'analyse, on a notre application mobile sur laquelle est installé le logiciel pour contrôler l'aspirateur. Cette application, on a déjà essayé de l'utiliser, on a compris son fonctionnement, et donc on va utiliser plusieurs outils pour voir comment elle communique avec les serveurs et notamment avec l'aspirateur. Pour ça, on va utiliser Shodan, qui permettra de connaître la provenance des adresses IP utilisées et leur appartenance, leur type de technologie. Et on va utiliser Wireshark qui permettra d'analyser les paquets, donc les trames réseau qui sont envoyées. Comme je le disais, avec Wireshark, on va voir les trames réseau. On voit quand c'est en violet, là en violet, ça veut dire que c'est chiffré, donc on ne peut pas voir le trafic pour le moment. Et avec Shodan, on voit par exemple que les serveurs Amazon sont appliqués. On voit des paquets qui partent vers Amazon. Donc on a pris les adresses IP trouvées dans les paquets et on les a mis dans Shodan pour trouver d'où elles venaient. Shodan, c'est un moteur qui scanne Internet, hein, clairement, et ça nous permet d'obtenir des informations rapidement sur des infrastructures sans aller en prison, sans avoir à taper directement le serveur. En analysant un peu comment fonctionnait l'application mobile, on a regardé le paramétrage du robot et on s'est rendu compte qu'il y avait un protocole qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, qui est l'ESP Touch. En fait, dans cet aspirateur robot, il y a un ESP, donc les ESP c'est des petits microcontrôleurs, et il fait l'intermédiaire entre le cœur du robot, le système de gestion des moteurs, et puis le Wi-Fi, le routeur. Donc pour appairer le robot au routeur, on va avoir un système qui se met en route, donc on configure sur l'application mobile les paramètres du routeur à utiliser. Le robot se met en mode Access Point, il attend de recevoir ses paramètres et ensuite il a reçu les paramètres et il peut se connecter au routeur. Donc ça on l'a découvert en analysant l'application mobile. Toutes les communications, donc on les a tracées, et grâce à Wireshark encore une fois et à Shodan, et donc on a pu relier les différents acteurs du système. On voit par exemple que le mobile communique avec des systèmes provenant de Chine, de chez Alibaba et de chez AWS IoT. Et on voit que l'aspirateur, lui, ne communique qu'avec AWS IoT, ce qui est une bonne mesure de sécurité, on va le voir juste après. On a aussi une télécommande qui est fournie avec l'aspirateur. Et donc on a vu comment on pouvait contrôler cet aspirateur. On va prendre la télécommande et on va la cloner pour obtenir un clone de la télécommande. Donc un attaquant qui se trouve dans un cercle environ 5 mètres, 10 mètres maximum, peut copier le signal, 10 mètres c'est vraiment beaucoup, mais peut copier le signal de la télécommande et la rejouer, donc l'enregistrer et la rejouer. Pour ça on avait, peut-être que ça viendra après, là on analyse l'application, donc plus profondément. Donc on a plusieurs outils pour décompiler l'application.
Donc en fait, à savoir que les applications Android, on peut récupérer leur code et ça va nous aider à mieux comprendre les différentes fonctionnalités. Donc ça, pour ça, on a plusieurs outils. On a principalement JDGUI et ADB Tool qui permettront d'explorer l'application et de voir les différentes fonctionnalités. ADB, quant à lui, permettra d'analyser la partie de débugage. Je peux là Oui. J'explique quand même aussi, c'est important, l'application mobile, c'est notre source la plus importante à ce moment-là d'information, parce qu'on n'a pas le code côté serveur, bien évidemment, on n'a pas le code de l'intelligence qui est faite dans l'aspirateur. La seule chose qu'on ait à ce moment-là d'accessible rapidement, c'est l'application mobile, d'où cette nécessité de faire l'analyse. Bien évidemment, l'analyse d'application mobile, on ne le fait pas que dans le cadre de l'IoT, on le fait dans le cadre de tests d'intrusion normal. C'est de plus en plus commun d'avoir une application web et l'équivalent mobile. Donc c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement via cette trousse à outils. Donc voilà, c'est une méthodologie de pentest classique en fait. Et on va analyser le comportement de l'application pour y trouver des fonctionnalités utiles. Chose faite, on a réussi à trouver certaines fonctionnalités telles que le paramétrage du Wi-Fi. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait un ESP dans le robot. Et puis on a découvert aussi différentes URL vers Amazon, des choses codées en dur, des informations qui pourraient potentiellement être utiles. Donc tout ça grâce en analysant l'application mobile. Ensuite, les développeurs, quand ils développent, ils laissent souvent des indications pour savoir s'il fonctionne, dans quelle fonction passe le robot. Par exemple, quand il entre dans le mode aspirateur, est-ce qu'il est bien passé? Tout ça, les développeurs le loguent et ça laisse pas mal d'informations. Et donc, on a tracé ces informations pour essayer de retrouver des choses intéressantes. Et puis, on voyait certains appels qui pouvaient être comporter des données. Donc, voilà, on a trouvé des choses. Mais globalement, au niveau du mobile, de l'application mobile, on n'a pas trouvé grand-chose de très intéressant. Ensuite, on est passé directement à l'analyse des paquets qui sont émis par cette application mobile. Donc, on a analysé leur provenance et le contenu de ces paquets. Pour analyser les paquets, on a utilisé encore une fois Wireshark. On a utilisé Burp qui permet de rejouer des trames, donc d'en changer les paramètres et de les rejouer. On a utilisé Scapy qui permet de scripter un petit peu tout ça et SSL Unpinning qui permet de déchiffrer le trafic SSL TLS. Déchiffrer le trafic SSL TLS, ça va être très utile pour notamment trouver ce que contiennent les trames. C'est là où tout se joue en fait. C'est là où on met les ordres pour le robot, pour les serveurs, etc. Donc on a utilisé cette application. SSL Unpinning va se mettre sur l'application mobile et utiliser les propres certificats du mobile pour déchiffrer le trafic. Ouais. Pour compliquer l'analyse et pour sécuriser une application mobile, il y a 3 niveaux. En gros, il y a le premier niveau où on met les communications au clair. Le deuxième niveau, on met les communications chiffrées avec un certificat valide. Et le troisième niveau, on ajoute du pinning. Le pinning, ça va pas protéger contre l'interception par un individu malveillant. Par contre, ça va compliquer l'analyse dans le sens où si on fait au cours de l'analyse, on crée un faux serveur avec un vrai certificat dans le sens où on va rajouter le certificat dans le root CA du téléphone, dans la bibliothèque de CA du téléphone pour lui dire bah voilà, ce certificat il est valide, bah, l'application va quand même refuser parce qu'elle va être pinée à un certain certificat qui est configuré sur le serveur. Si ce n'est pas exactement le même, l'application ne voudra pas. Et donc là, il va falloir le modifier au niveau directement du code de l'application, au niveau du téléphone. Et donc, c'est chose faite. On a déchiffré le trafic entre le téléphone et les serveurs AWS. Donc, de ce côté-là. Par contre, on n'a pas réussi encore à déchiffrer du côté routeur vers ESP et puis aspirateur. Donc ça, c'est encore du travail qui est en cours de progression. Et j'y reviendrai après quand on sera dans la partie hardware. Donc, on a nos requêtes en clair. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on a donc du contenu dans ces requêtes qui contient certaines actions. Donc, on voit par exemple ici, c'est le paramétrage de l'application. Donc, on voit des choses qu'on envoie vers le serveur. Mais on se rend compte que AWS IoT, c'est une très bonne plateforme parce qu'ils prennent en compte la signature, le chiffrement. Et donc, tout ça, ça va être
très compliqué à bypasser. AWS empêche justement de changer des requêtes. Donc dès qu'on les envoie, elles sont rejetées et c'est pas possible de les modifier à la volée. Donc il y a une certaine vérification mise en place. Donc côté tram réseau, on est bloqué aussi. Et donc il reste le dernier côté, quand il n'y a plus rien qui fonctionne, on passe vers l'hardware. Et l'hardware, il faut plusieurs choses. Le robot propose des ports série, et donc on peut aller se connecter à ces ports série pour regarder ce qui s'y passe, pouvoir contrôler le robot par exemple, ou alors simplement lui envoyer des informations. On va utiliser pour cela Minicom qui permettra de se connecter au robot. On va utiliser un outil qui s'appelle le bus pirate. Le bus pirate permet de se connecter au port série d'à peu près tout ce qu'on veut. C'est un peu un couteau suisse dans le milieu du hardware. Et on va utiliser un fer à souder. Et voilà. Là, je pense que j'ai failli me faire engueuler 15 fois pour ce truc-là. Loïc, quand je lui ai dit on n'a rien, il va falloir ouvrir le robot, il n'était pas très chaud. Et donc il y a eu quelques sueurs froides. C'était surtout 15 jours avant la participation à une présentation devant un public de 200 personnes environ. Donc 15 jours qui restaient pour préparer et avoir quelque chose de valide en termes de recherche. Et donc si en gros Alexandre par une manipulation cassait l'aspirateur, on n'avait pas un deuxième pour le remplacer. Donc clairement, à chaque fois que je le voyais ouvrir ou sortir son fer à souder, que je sentais un petit peu l'odeur de grillé, je commençais à me méfier. Je regardais vraiment méchamment pour lui faire comprendre que c'était grave. Bon, il s'est rien passé, il fonctionne encore. Plus ou moins, il a... Il n'y a plus de batterie. C'est pas grave. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé les ports de debug qui étaient présents sur les circuits de l'appareil et on a branché des câbles qu'on a pu faire venir sortir juste là. Donc là, on a fait une petite encoche et on les a fait sortir pour avoir un accès direct. On s'est rendu compte, je reviendrai après là-dessus, que ces ports, ils étaient spécifiques à l'ARM. Et on n'avait pas encore de prise sur l'ARM, on ne savait pas encore comment ils fonctionnaient. Et donc on a décidé de trouver comment se connecter à l'ESP8266 qui est là. Celui qui fait, rappelez-vous, la liaison entre le Wi-Fi et le routeur et le robot. Pour ça, on a juste... bon bah je vais le faire là, mais on a juste coupé les câbles et on a remplacé les câbles, on a dérivé les câbles vers une autre sortie pour avoir les câbles directement de l'ESP8266. Alors, pour faire une petite vue globale du truc, du système, on a donc le routeur qui communique avec l'ESP82, donc avec les instructions, et les instructions sont envoyées directement à l'ARM. Donc nous, ce qu'on veut, c'est contrôler ce qui se passe ici. Il y a une deuxième méthode d'y arriver, c'est avec la télécommande, pour contrôler l'ARM. Donc comme je le disais, avec l'ARM, on n'a pas réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Il y a un protocole un peu customisé qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Donc c'est encore un travail en cours. Donc comme je l'ai dit, on a découpé les câbles de l'ESP pour venir s'y brancher. Et c'est là qu'on a réussi à commencer à prendre le contrôle du robot en se mettant directement entre le Wi-Fi et l'ESP. Voilà, donc ici quand on s'y connecte, on a donc tout le processus de démarrage du robot qui déroule. Donc on voit vraiment comment ça fonctionne. Et pour chaque action qu'on fait depuis le téléphone, donc qui passe par le Wi-Fi, on a une nouvelle ligne qui commence. Donc ici on a la liste des actions qu'on est en train de mapper, de faire correspondre à une action sur le mobile correspond à tel code ici. Et le but, ça sera de rejouer ces codes sur l'aspirateur. Donc c'est encore un travail qui est en cours et donc on travaille dessus. Pour la télécommande, pareil, on a construit un petit système qui permet de copier la télécommande. Et donc on a fait correspondre les codes de la télécommande originale à une action sur le robot. Et là, on va pouvoir les rejouer aussi. Ça, c'est Alexandre qui a monté le circuit et qui a fait ça. Voilà, donc il n'y aura pas de live démonstration parce qu'en fait il a tourné toute la journée hier et il n'y a plus de batterie. Mais la principale chose qu'on voulait vous montrer, c'était que oui, on avait réussi à se placer entre le Wi-Fi et le SP82 et réussi à avoir toutes ces actions qui viennent
s'ajouter au fur et à mesure qu'on fait des manipulations sur le mobile. Et donc c'est là qu'on continue à intervenir et qu'on va travailler ces prochains jours. Après, la démonstration en soi n'était pas critique, dans le sens où on faisait que de la lecture. On arrivait à avoir les informations et à commencer à les comprendre. Là où ça va devenir intéressant, donc là rendez-vous au FIC 2021, ce sera plutôt de pouvoir envoyer de ces paquets et lui dire de faire ce qu'on veut à partir du hardware. Et là, imaginez une backdoor physique sur l'aspirateur. Quelques petites choses qui vont venir. J'ai pu travailler ces derniers jours sur le robot aspirateur et donc j'ai découvert un moyen de prendre la main directement sur le robot en utilisant le protocole qu'on a vu précédemment, ESP Touch, et en modifiant son comportement, on arrive à empêcher le téléphone de se connecter sur ce robot et donc on le paramètre directement sur notre propre routeur et c'est là qu'on va pouvoir, grâce à ce que j'ai montré sur l'hardware, pouvoir envoyer nos propres commandes directement. À voir si ça fonctionne, mais c'est la recherche qui est en cours. Et après ça, donc là on est encore au niveau Wi-Fi ESP et il y aura la partie ARM, donc la puce qui est ici, qui est le cœur le cerveau du robot qu'on va venir dumper, donc récupérer et voir comment elle agit, quelles sont ses fonctionnalités, peut-être récupérer, je sais pas, des informations codées en dur à l'intérieur, etc. Donc c'est un travail qui va se faire aussi dans les mois qui viennent. Voilà.